Alors, salutations tout le monde. Donc, nous sommes maintenant dans le 52e épisode de la 5e saison du podcast Le Match Ultime. Donc, 52, c'est déjà bon. Donc, j'avais connu une hésitation. C'était soit Alex Fontaine, soit Olivier Mathieu, mais finalement, ça n'a pas été ces deux-là. Donc, j'ai hâte de voir si ça va être c'est quand que je vais faire des épisodes avec ces gars-là. Donc, je sais qu'il y a eu beaucoup d'imprévus, mais pour le 52e épisode. Donc, pour le 52e épisode, on passe à l'invité de l'épisode. Fait qu'on y va. Donc, pour l'invité du 52e épisode, c'est un assistant coach du Terrier, ancien assistant coach des Condors de Beauce-Appalaches, aussi ancien coach du CF de Longueuil. Donc, on reçoit Pierre-Luc Siméon. Salut Pierre-Luc! Ça va bien? Ouais, toi? Yes, merci de me recevoir. Ça fait plaisir. Ah, ça fait vraiment plaisir, honnêtement. Tu peux commencer à te présenter pour ceux qui regardent le podcast? Oui, ben dans le fond, je m'appelle Pierre-Luc Siméon. J'ai grandi à Longueuil quand j'étais jeune. J'ai fait mon hockey mineur à Longueuil. Je n'étais jamais dans les meilleurs joueurs de ma batch. J'étais tout le temps. Tu sais, moi, chaque année, je me suis fait couper du 2A puis du 2B, mettons, au hockey mineur jusqu'à quand on arrive Bantam. Puis là, Bantam, là, un jeu un peu plus physique, c'est un peu plus à ma sauce, à moi. J'ai réussi à faire ma place, mais tout ça pour dire que toute ma vie, je me suis battu pour un spot dans l'équipe. Toute ma vie, j'ai voulu jouer au plus haut niveau possible. J'ai eu la chance de me rendre en France. J'ai commencé en 3e division pour finalement finir en 1re division. Je m'accrochais à mon rêve de jouer au hockey le plus longtemps possible. Puis après quelques années en France, je suis retourné au Québec avoir une scolarité. Je n'avais pas vraiment été à l'école. Après le secondaire, j'avais tout de suite passé en France à 19 ans. Donc, quand je suis revenu au Québec, là, j'ai voulu faire un DEP en construction, puis j'étais tellement malheureux. Quand mon prof du DEP me disait que ça allait prendre 40 000 heures avant de prendre ma retraite, là, je disais, c'est impossible, je vais faire 40 000 heures là-dedans. Le hockey me manque. Puis j'avais rencontré, je jouais senior, puis pour faire ma place dans le senior A, senior 2A, ben, des fois, il faut que tu jettes les gants. Puis moi, je ne suis pas très grand, là, je fais 5 et 7, 180 livres. Fait que quand tu tiroles contre des gars un peu plus gros que toi, là, je mangeais des claques. Puis j'avais rencontré un de mes anciens entraîneurs au Promenade Saint-Bruno qui m'avait dit il a vu mon visage, j'avais un œil au beurre noir, puis une cicatrice, je ne sais pas trop, autour de l'œil. Puis il m'avait dit tu devrais arrêter ça, le hockey senior, puis commencer à coacher. Toi, tu es un coach dans l'ombre. Puis ça m'est resté dans la tête, mais ça a pris un temps. Ça a pris 5-6 ans. Je n'étais pas prêt à arrêter de jouer au hockey. Puis, je me rappellerai toujours la journée que Pacioretty s'est fait assommer par Zino Chara. Mes enfants m'ont regardé et dit « Passionné que tu joues au hockey ». Puis, à partir de là, j'ai commencé à avoir peur. J'ai commencé à avoir peur en jouant. Puis, quand j'ai commencé à avoir peur, j'ai dit « OK, c'est la dernière année que je joue mon corps. Cette année d'être blessé, cette année d'avoir mal. » Puis, à 33 ans, j'ai dit « OK, c'est fini, j'arrête de jouer ». J'ai commencé à gérer des équipes de deck hockey. Okay. J'avais une équipe de deck hockey avec le travail dans le récréatif. J'avais une équipe avec mes meilleurs chums qui sont vraiment bons. Fait que là, tu sais, plus compétitif. J'avais 2 clubs. Puis justement, un de mes amis, un ancien collègue du Collège français, un ancien ami à moi, quand on est allé au secondaire, il travaillait au Collège Charlemagne. Il m'a dit tu devrais vraiment coacher. Je peux te rencontrer, je peux te faire présenter quelqu'un au Collège Charlemagne. Puis tu devrais, donne ton nom, je pense que tu serais un bon coach. Puis ça a commencé comme ça. Maxime Roux qui m'a introduit au Collège Charlemagne. Puis j'ai commencé à coacher adjoint, Bantam 3 relève et cadet D1. Puis j'ai vraiment adoré ça. Stéphane Roy, qui était l'entraîneur en chef au Collège Charlemagne au cadet D1, m'a donné beaucoup d'espace, beaucoup de place. Puis j'ai pu me découvrir un peu. Puis ouais, ça faisait longtemps que j'y pensais. Puis là, c'est le moment venu qu'il fallait que je saute à pieds joints là-dedans. Puis après ça, j'ai jamais arrêté. J'ai tout fait en sorte, là, j'ai placé mes billes pour pouvoir être capable de coacher. Des fois, dans le hockey mineur, dans le hockey junior au Québec, c'est difficile de gagner ta vie juste avec ça. Fait que j'ai eu la chance d'avoir des employeurs, un employé qui me permettait de coacher dans le jour puis de travailler le soir ou le matin. Puis
support la famille aussi, ma conjointe qui a réalisé à un moment donné que les joueurs, les parents appréciaient être coachés, que je travaille avec eux. Puis elle m'a dit, tu devrais faire ça à temps plein. Puis là, j'ai fait comme, tu sais, avant que je travaille pour le Canadien de Montréal, ça peut être vraiment très long. Fait que ça se peut qu'on fasse le tour du monde 3 fois, puis qu'on mange du pain noir. Puis elle m'a dit, je te suis partout ce que tu veux. Puis c'est comme, wow, OK. Ouais. Puis depuis ce temps-là, on est allé en Ontario, en Massachusetts, en Pennsylvanie, en Saskatchewan. On a tout fait là, en Beauce. Puis c'est ça. Fait que là, je suis rendu en Saskatchewan avec les Terriers de Yorkton à la Saskatchewan Junior Hockey League, une des 9 ligues au Canada. Puis on est en demi-finale en ce moment à la série 2-2 contre Battleford. Puis je vis le rêve. Fait que chaque jour, je me pince pour dire hey, je vis du hockey, c'est extraordinaire. Mes enfants ont appris l'anglais. Puis on est en plein milieu des séries. Puis là, aujourd'hui, c'est mon premier podcast avec toi. Puis comme je te disais hors des ondes, ça se peut qu'on vive un moment spécial aujourd'hui. Si Cole Caulfield marque son 50e, on m'a rappelé mon premier podcast. C'est bien ça pour tes présentations. C'est super intéressant. Fait qu'on va commencer par la première question. Je sais qu'en tant que joueur de hockey, tu as joué dans le senior. Quel a été ton meilleur moment suite à tout ça? Moi, j'ai joué au hockey jusqu'à 33 ans, puis j'ai gagné une fois un championnat. Puis mes amis riaient de moi parce que, tu sais, c'est pas très populaire dans ce temps-là, le senior avec les Red Wings de Saint-Lambert. Mais gagner un championnat, peu importe le niveau, ce que, tu sais, moi, j'appelais ça une ligue de pré-retraite, là. Semi-contact sur le bord des bancs, tu n'avais pas le droit de frapper dans le centre avec la grippe, tout ça. Puis juste de gagner un championnat avec un groupe de jeunes. J'ai encore des amis dans ce groupe-là où est-ce que je parle encore aujourd'hui parce que quand tu es des gagnants puis tu t'entoures de d'autres gagnants puis tu gagnes un championnat, c'est vraiment, vraiment le fun. J'ai joué à plus haut niveau où est-ce qu'en France, ben, c'était du professionnel. Puis j'arrive dans une équipe à Bordeaux où est-ce que le capitaine fait un meeting puis il dit il faudrait qu'on se force, sinon ils vont ramener d'autres Canadiens. Là, je suis comme oh Chris, puis moi je suis pas dans le meeting. Là, fait que de gagner un championnat avec du bon monde, c'est vraiment le fun. Puis c'est un peu la raison pourquoi qu'après ma carrière d'hockeyeur dans le senior A, senior 2A, ben je me suis fait des ligues de deck hockey parce que je voulais m'entourer de joueurs intéressants, de joueurs le fun, de joueurs des gagnants, des bonnes personnes. Puis c'est con, là, mais mes deuxièmes meilleurs moments, c'est dans le deck hockey parce que j'ai gagné des championnats avec du monde qui voulait gagner. Puis je pense que la victoire, c'est le fun quand tu fais une longue saison de plusieurs matchs avec des séries 3 de 5, 4 de 7, puis tu traverses beaucoup d'adversité. À la fin, tu arrives avec ton accomplissement global. C'est extraordinaire, ça. Yeah. C'est de la drogue, c'est de la dopamine. Oh, ouais, clairement! Je sais que tu as parti une ligue de deck hockey suite à ça. Qu'est-ce qui t'a inspiré à faire ce projet-là? Ben, en fait, moi, j'ai parti 2 équipes dans une ligue de deck hockey. C'est mon ami Fred Simard à Longueuil qui avait le deck hockey Longueuil. Puis, c'est ça, ben, je m'ennuyais du hockey senior. Je m'ennuyais d'être dans un groupe, de faire partie d'une gang. Puis, je ne voulais pas attendre après les autres qui m'appellent pour que j'aille remplacer ou que je sois joueur. Puis, je voulais prendre les décisions, tu sais, puis être heureux. Fait que je me suis parti à une équipe compétitive. Puis, au travail, on parlait de ça aussi avec. Je travaillais au Playground Poker Club dans ce temps-là. Puis, j'ai passé. Il y avait beaucoup d'anciens joueurs de hockey. J'ai écrit, on va partir deux équipes, une dans l'amical, puis une dans le compétitif. Puis j'ai vraiment, vraiment adoré mon expérience. Malheureusement, le deck hockey Longueuil a fermé après un certain temps. Fait que ça l'a arrêté. Puis moi, ça a tombé, c'est la COVID aussi. Puis j'ai déménagé en Beauce. Mais c'était vraiment des beaux moments. J'ai eu la chance de jouer au championnat mondial avec l'équipe de France puisque j'ai la double citoyenneté. Puis encore là, ça, c'était un super de beau moment aussi. On avait perdu en demi-finale contre les Américains. Marquer un but dans un championnat mondial, pour moi, j'avais jamais pensé que c'était possible. Même si c'était du deck hockey, là, c'était vraiment. Je dirais que c'est quasiment mon highlight de carrière en tant que joueur. Mais oui, puis le deck hockey, c'est un très beau sport. Oui. J'adore ça, tu sais. Fait que tu peux vraiment plus. Il y a moins d'intimidation au deck hockey, là. Il y a l'impression d'entendre des histoires un peu fous, mais tu sais, le deck hockey, si tu joues vraiment avec la balle, puis c'est vraiment la possession de la balle, puis jeu d'équipe, puis j'ai vraiment adoré mon expérience.
J'ai même le projet ambitieux de partir une ligue de deck hockey en Saskatchewan. C'est pas vraiment connu ici, mais OK. je me concentre sur le coaching en ce moment. Fait que... Ouais, c'est vrai, effectivement. Puis c'est vraiment intéressant, surtout le deck hockey. C'est vrai que le monde a plus de fun en jouant au deck hockey qu'au hockey sur glace. Surtout que c'est plus du monde qui ont du fun ensemble, en gang, de chum. Puis, ben honnêtement, moi, je suis moi, je joue au deck. Puis, ben honnêtement, j'ai vraiment du plaisir. Ça va faire depuis 2023 que Ouais. j'y joue. Puis, ben honnêtement, je sais que là, je me suis trouvé une position qui est. Donc, quoi, je me sens le plus à l'aise. Là. Mais honnêtement, je m'améliore de plus en plus. Puis, j'ai de plus en plus du fun. Là. Ouais. C'est surprenant, des fois, je rencontre des joueurs, tu sais, puis je me rappelle, il y avait un joueur qui était tellement bon, puis je sais comment, tu as joué à quel niveau? Il dit, moi, j'ai jamais joué au hockey de ma vie, j'ai jamais patiné. Je fais, oh, wow. Mm-hmm. Fait que, tu sais, le deck hockey, c'est vraiment un autre sport que le hockey sur glace. Il y a des joueurs de hockey qui sont jamais des bons decks, des bons joueurs de deck, puis il y a des joueurs de deck qui sont jamais capables de patiner. Fait que, non, Exactement. c'est vraiment le fun. Quand tu fais des tournois l'été aussi, c'est le fun, tu sais, comme l'aspect familial. J'avais aimé ça, à un moment donné, j'avais loué un Winnebago pendant une fin de semaine pour aller dans un tournoi, puis avec ma famille, puis ma gang, c'était vraiment le fun. Mm-hmm. Mais c'est ça, ouais. Oh ouais, puis c'est vrai, par exemple, t'as effectivement raison là-dessus, parce que, ben honnêtement, je sais que moi, j'avais presque jamais joué au hockey avant que je goûte au deck hockey, puis je sais que j'avais déjà affronté des joueurs de hockey qui jouaient dans des ligues, puis Ouais. j'étais quand même capable un peu de les contrer, par exemple. C'est le fun. J'étais capable, ouais, fait que, ouais, t'as effectivement raison. Je sais qu'aussi, t'as joué en France au hockey. Ouais. Est-ce que pour toi, la France, le hockey était différent qu'au Québec ou c'était. Ouais, vraiment différent sur plein d'aspects. Tu sais, moi, dans le fond, à 19 ans, j'étais retranché junior 3 à la dernière journée du camp. Puis là, Ok. j'étais déboussolé. J'avais un de mes amis qui avait signé en France. Puis là, j'ai fait plein de démarches pour me ramasser là-bas. J'étais arrivé en troisième division. Là, j'ai fait mon chemin deuxième division, première division. Mais ce que j'ai trouvé le plus différent, c'est l'aspect physique. Ils font beaucoup moins physique. Souvent, j'avais une punition parce que ça faisait du bruit quand je frappais quelqu'un en bande. Ouais, Ou ça. la réaction de la foule quand tu fais une mise en échec au centre de la patinoire. Ils ne sont pas habitués à ça en France. Tu sais. Moi, toute ma vie dans mon hockey mineur, dans mon temps, on me disait qu'on ne fait jamais les sorties de zone par le centre, c'est trop dangereux. On sort vers la bande. Puis en France, on sortait toujours par le centre. Fait que, tu sais, c'était vraiment différent. Je me rappelle ma première période, mon ancien coéquipier, en fait, c'est mon ami au secondaire 5, puis son père était président d'une équipe en France. C'est lui qui m'avait donné ma première chance. Jonathan Paradès, qui est aujourd'hui l'entraîneur-chef des Ducs d'Angers. Ma première période en France, je me rappellerai tout le temps. Je dis, Joe, je comprends rien. Je suis perdu, ça a de l'air. Je ne sais pas parce que tout le monde, c'est pas le même style de jeu. Je suis perdu, puis il m'avait dit, inquiète-toi pas, le hockey, c'est un langage universel, ça va venir. Puis finalement, après un certain temps, je m'étais adapté, mais ma première période, là, j'étais complètement déboussolé. Là. Je ne comprenais pas les systèmes, je ne comprenais pas comment ça fonctionnait. Puis je me suis ajusté après un certain temps, c'est sûr. Là. J'ai apprécié aussi les grandes patinoires, tout ça. Puis, mais j'avais beaucoup de frustration contre l'arbitrage. Tu sais, souvent, l'arbitrage, il laissait à désirer, puis c'était frustrant un petit peu. Mhm. Puis après ça, ben, quand tu arrives dans le professionnel, il y a de l'argent, impliqué là-dedans, il y a des contrats, les contrats performance qui viennent tous chambouler les affaires à Noël. Puis moi, j'avais une jeune famille à ce moment-là, puis ça m'avait un peu déboussolé. C'était plus rendu un sport, c'est vraiment rendu une job. Puis peut-être, je pense que une des raisons pourquoi que je veux coacher aujourd'hui, c'est que quand je suis arrivé en France, je pensais que j'étais arrivé, puis je pensais que, OK, c'est fait, je suis arrivé. Mais tu sais, à toutes les années, il y a du monde qui veut te pousser en arrière de toi, qui veut prendre ta place. Puis je n'étais pas très sérieux l'été. Je travaillais très fort Ok. à patinoire quand c'était le jour de la pratique, ou je travaillais très, très fort quand c'était les games. Mhm. Mais ma préparation d'avant-saison elle laissait à désirer. Puis aujourd'hui, ben, il faut que tu arrives prête. Tu ne peux pas prendre le camp d'entraînement pour te mettre en shape. Je pense que ça a Ouais, joué contre moi. Puis j'ai fait des erreurs. J'étais jeune et fou et je pensais que j'étais arrivé invincible. Puis j'ai peut-être un peu raccourci ma carrière en France de quelques années en échange de quelques soirées arrosées. Puis ben, aujourd'hui, je veux m'assurer que les jeunes ils
fassent pas les mêmes erreurs que moi, puis qu'ils apprennent, puis on va en faire un qu'un party, mais il va être à la fin, puis ça va être un super de bon party. C'est vrai. Ouais, quand tu gagnes un championnat. C'est ça. Je sais qu'aussi, en tant que coach, tu as été head coach du CF de Longueuil. Oui, au niveau Bantam 3, relève, puis OK. dans le cadet D1. Fait que dans la structure du hockey mineur à Longueuil, dans le fond, c'est la structure des riverains, on faisait partie. OK. C'est drôle, hein? Moi, j'avais été l'année d'avant, je coachais adjoint au prep school avec les U19 de l'Ontario Hockey Academy. Puis là, j'avais trouvé un job d'entraîneur-chef dans le junior dans le nord du Québec. Puis, j'étais dans mon camion en train de voyager. Pendant l'été, j'avais travaillé aux États-Unis dans un camp de roller hockey aux États-Unis. Puis là, j'étais sur le chemin entre la Pennsylvanie puis Maniwaki. Puis, quelqu'un m'a appelé, me disait « Hey, le Collège français de Longueuil, il cherche quelqu'un. » Puis moi, je viens de Longueuil, j'avais une maison à Longueuil, puis je l'avais loué ma maison. Fait que là, j'avais pas de place pour rester. Ah, OK. J'avais loué juste le premier étage, puis j'avais gardé le sous-sol pour entreposer mon stock. Fait que finalement, sur le chemin entre la Pennsylvanie et Maniwaki, j'ai accepté un contrat au Collège français de Longueuil comme entraîneur-chef du Bantam 3A. Puis j'ai habité dans le sous-sol de ma maison, pas de toilette, pas de porte pendant 3 mois, le temps que les locataires ils sortent de là. Puis je suis resté 2 ans au Collège français. Puis la deuxième année, la pandémie, elle a frappé, juste avant les séries. Puis, je n'avais assez là, du hockey mineur, puis du hockey scolaire. Puis, je voulais passer dans le junior parce que mon objectif, c'était vraiment de passer dans le pro éventuellement. Puis, là, j'avais appliqué pour la nouvelle équipe des Condors du Cégep de Beauce-Appalaches. Puis, en janvier, quand Pierre-Alexandre Poulet m'avait offert la job, le salaire n'était pas assez pour que je lâche tout, tu sais. Puis, ici, j'avais un job à Montréal, à Longueuil, j'avais un job de jour, j'avais un travail de jour, puis je ne pouvais pas partir pour une couple de 1000$ en Beauce, puis tout lâcher, puis aller travailler à l'usine là-bas, puis je n'étais pas trop sûr. Puis j'avais refusé en janvier, puis là, quand la COVID elle a rentré, la COVID elle a tout arrêté, puis il y avait un programme pour des gars comme moi qui n'ont pas été à l'école, qui ont travaillé toute leur vie, que je n'avais pas été à l'université, que si je retournais à l'université à temps plein, j'avais droit à une bourse. Puis je pouvais aller à l'université à temps plein en ligne. Fait que là, je me suis dit, oh, si j'ai une bourse à temps plein en ligne à l'université, je vais pouvoir aller en bourse puis coacher. Fait que je me rappelle que je pense que c'est le 1er juin ou le 2 juin, je décide que je m'en vais en bourse. Je vais accepter le défi. J'ai rappelé Pierre-Alexandre Poulin pour lui dire, écoute, la job que tu m'as offert en janvier, est-ce que tu l'as encore? Puis sa première question, c'est pourquoi tu m'appelles aujourd'hui? Je dis, tu sais, l'histoire de la vie, elle change, puis finalement, je suis prêt à un nouveau challenge, puis tout. Il dit, c'est drôle parce qu'on avait engagé quelqu'un, puis cette personne-là, aujourd'hui, il m'a appelé, il m'a dit que finalement, il ne prenait pas la job, qu'il allait prendre un autre job ailleurs. Fait qu'aujourd'hui, la job s'est réouverte. Fait que là, OK, parfait, c'est un bon timing, je m'en viens. Fait que là, je suis arrivé là-bas, je pense le 1er août. On a commencé, je louais un camping. J'étais dans un terrain de camping, le temps de trouver un appartement. Trouver un appartement, puis 2 ans plus tard, je me suis acheté une maison. Donc, je suis resté en Beauce pendant 4 ans. Puis, c'est ça. Fait que c'est mon parcours. Mais le Collège français, c'est une belle école. C'est la première fois de ma vie que je suis entraîneur-chef au Bantam 3A ou au Cadet D1. Puis, j'ai vraiment adoré ça. Puis, tu sais, avec les parents, puis tout ça. Puis, d'avoir un contact direct avec les jeunes et les parents. Puis, d'être capable de prendre. Tu sais, je me rappelle un moment charnière où je me disais, OK, je veux vraiment faire ça parce que les jeunes d'aujourd'hui les parents vont protéger leurs jeunes. Puis moi, j'en avais un qui voulait jouer au centre, tu sais, absolument jouer au centre. Moi, je veux jouer au centre. Je veux jouer au centre. J'ai 13 ans, 14 ans, je suis un joueur de centre. Là, le père, ça prend un meeting. Pourquoi mon gars ne joue pas au centre? Je dis, j'ai pas vraiment de raison pourquoi il ne joue pas au centre, mais il ne jouera pas au centre juste parce que c'est la première fois de sa vie que quelqu'un va lui dire non. Puis il va falloir qu'il gère le non. Parce que dans la vie, parce que tu sais, moi, ce que j'aimais au hockey mineur, dans le hockey scolaire, c'est qu'ils ne comprennent pas que c'est une micro-société de 20-22 gars. Tu es dans une micro-société. Puis si tu ne t'entends pas dans ta micro-société où tu joues au hockey, tout à l'heure, quand tu arrives à l'usine avec 400 travailleurs qui n'aiment pas leur job, qui sont marabouts, que leur lunch est froid, puis qui sont dans le trafic, là, ça va être l'enfer là, de travailler puis tout le temps chialer. Là. C'est vrai, c'est vrai.
je vais te dire non, tu ne joueras pas au centre juste parce que faut que tu deals avec ça, puis que tu l'apprennes à le gérer. La journée que tu vas la gérer, puis que tu vas être un meilleur joueur de centre. Fait que, finalement, c'est quoi? Il a fini défenseur. Ce joueur-là, il a joué toute sa vie, il a fini défenseur. Fait que, c'était pas un joueur de centre, c'est un défenseur. Mais je pense qu'à partir de ce moment-là, je dis, OK, j'ai la possibilité d'avoir une interaction avec les jeunes, avec les parents, puis d'apporter une différente vision, de les confronter à la réalité de la vie. Puis, le hockey, c'est comme un micro-exemple de ce qui va se passer dans ta vie. Puis, si tu réagis mal à toutes les déceptions que tu as dans ton équipe de hockey, bien, tout à l'heure, ça va être difficile. Puis, vraiment, je voulais être le messager et aider ces gens-là à ne pas faire les erreurs que j'ai faites, puis à devenir des meilleurs humains, tu sais. Ben oui, certain. Là. Puis surtout que, si admettons, comme que tu viens de mentionner, si admettons, tu donnes ton nom à un emploi, puis que ton employeur, il dit, regarde, tu as une telle job à faire, puis que toi, t'aimes pas ça, puis tu veux pas, puis tu choisis tes jobs, ben, c'est pas l'employé qui est l'employeur, en voulant dire, Ouais. que l'entreprise, je veux dire. Ouais. Non, C'est ça. C'est d'apprendre à faire face à l'adversité, puis des fois, ça ne tombe pas toujours comme. Tu sais, la vie n'est pas toujours juste, puis des fois, ben, il faut passer au travers les injustices de la vie, puis c'est comme ça. Mm-hmm. Ben ouais, puis je vais être aussi honnête avec toi. Je sais que quand je jouais au deck hockey, quand je jouais au deck hockey, je sais que puis j'avais aussi joué aussi au hockey cosum. Je sais que j'avais essayé 3 positions. Je sais que j'avais essayé goaler, j'avais essayé attaquant, puis j'avais essayé défenseur. Puis goaler, j'étais pas super bon. Attaquant, oui, j'étais pas pire. Des fois, je me débrouillais, mais pas plus que ça. Mais j'avais plus souvent tendance à bloquer des lancers puis plus nuire à mon équipe. Puis quand je jouais défenseur, ben j'avais plus tendance à nuire l'autre équipe, en voulant dire l'équipe adverse. Fait que je me suis dit, je pense que finalement, je vais rester défenseur. C'est bon. Depuis ce temps-là, je suis défenseur. C'est ça. Tu as persévéré et tu as trouvé ton spot. Fait que... Ouais, c'est vrai. C'est ça, exact. Tu sais, dans la vie, ça va être ça aussi. Hein? Tu vas essayer un job de serveur, tu vas essayer un job en marketing, puis là, finalement, oh non, moi, je vais vendre des maisons. Mais tu sais, c'est ça. Tu vas faire 3-4 jobs avant de savoir ce que tu veux faire. Puis... Exactement. C'est vrai, c'est vrai. Je sais que aussi tu as mentionné que tu as été un ancien entraîneur adjoint des Condors de Cégep Beauce-Appalaches. Ouais. Quel a été ton meilleur moment suite à tout ça? J'ai tout aimé au Condor. Ça a été 4 ans. Il y a de la frustration la première année parce que c'est la COVID. Là, c'est quelque chose que tu ne peux rien faire pour ça. Mais j'ai aimé premièrement la Beauce. Okay, moi, je suis un gars de Longueuil, puis de vivre en Beauce, la population là-bas sont super accueillants, super gentils. Je me sens tellement chez moi. Je n'en sortirai pas de la Beauce. Je pense que je vais finir ma retraite là-bas quand je vais être plus vieux. Puis la deuxième année, avec Pierre-Alexandre Poulin qui était l'entraîneur-chef, on avait une super de bonne équipe. On avait un groupe de leaders incroyables, des jeunes incroyables. On s'est rendu en finale. La première année qu'on a joué complet, on s'est rendu en finale contre le Collège français de Longueuil, qui sont toujours une puissance dans le Junior 3 avec Frédéric Simard, qui est un excellent recruteur, qui a tout le temps un as de cacher ou même des fois des jokers de cacher dans sa manche, Fred Simard, puis il va te sortir des Louis Usereau en série, que Colin, le gars, il a joué 14 games dans la ligue, puis il a gagné un championnat parce qu'il vient de renforcer, puis les Collèges français étaient vraiment forts cette année-là, puis ils ont battu en 5 games, mais c'était une super belle expérience pour une première année avec le Cégep. La deuxième année, l'entraîneur-chef, c'était Jonathan Ferland, même affaire, super sympathique, super chaleureux avec ses gars, il connaît sa game, il connaît ses affaires, puis on avait encore un bon groupe. On s'est rendu en finale contre Terrebonne, en 7 games qu'on a perdu. Là, j'étais un petit peu plus amer parce que la game 7, là, il y avait leur mégaphone qui criait après. Tu sais, des adultes qui crient avec un mégaphone après des étudiants au cégep. Comme, il a fallu que la police intervienne après la première période pour qu'ils enlèvent leur mégaphone. Puis finalement, le mal était fait. On perdait 4-0 après la première période. Fait que la game 7, ça a été un peu... je suis un peu sour, mais l'expérience, la run était incroyable.
la foule en Beauce, à Saint-Georges-de-Beauce, c'est le Cool FM dans le senior qui est vraiment populaire, qui attire 3000 personnes. Ouais. Fait, les Condors, c'était plus difficile, mais quand on est arrivé en prolongation, puis contre Longueuil, puis qu'on avait, puis même, je pense, Terrebonne, puis qu'on avait 1600, 1800 personnes, c'était spectaculaire. Un des meilleurs moments, je pense, c'est le but de Philippe-Olivier Rochette en prolongation. Les vidéos qu'on a eues après ça, puis tout ça, le montage vidéo, les chansons, c'était vraiment des beaux moments. Puis ma dernière année avec les Condors, j'avais fait mon temps, ça faisait 4 ans que j'étais là-bas. Puis j'ai tout le temps dû avoir un deuxième puis un troisième travail pour être capable de subvenir à mes besoins. Puis j'étais fatigué de ça. Fait que là, je me disais que je donne tout mon temps à temps plein, j'aimerais ça avoir le salaire qui vient avec. Puis malheureusement, il n'y avait pas l'opportunité pour moi là, d'avoir un autre employé à temps plein avec l'équipe. Fait que c'est là que j'ai décidé de prendre un autre step puis d'aller sortir du Québec puis d'essayer d'apprendre l'anglais. Moi, j'étais déjà capable de coacher en anglais, mais d'aller travailler en anglais puis de voir ailleurs un peu puis d'essayer d'élargir mon réseau de contacts, là, c'est ça que je cherchais. Là, j'étais rendu là. Puis après 4 belles années avec les Condors, j'aurais peut-être voulu être à temps plein là-bas, mais en même temps, j'avais le goût d'avoir un nouveau challenge, puis de passer aux prochaines étapes. Puis, c'est là que je me suis ramassé avec les Taillettes de Yorkton en 2024-2025. J'ai appelé ma femme, puis mon amoureuse, j'ai appelé, j'ai dit ça se peut qu'on déménage à Yorkton, en Saskatchewan. Puis ma blonde n'avait aucune idée. Premièrement, c'était où la Saskatchewan, fait qu'encore moins Yorkton. Puis quand j'ai montré ça, elle cherchait sur Google Maps, puis là, elle essayait d'élargir, puis elle dit « il n'y a rien autour. » Je dis « Non, il n'y a rien. » C'est ça, on s'en va là-bas peut-être. Puis j'ai eu, après 2-3 entrevues avec le GM, entraîneur-chef, Emery Lawson, là, j'ai eu la job, puis on s'est emmené ici, fait que, puis on ne la regrette pas. Okay. Ah, c'est bien ça. Je sais qu'aussi, il y avait eu un gardien de but des Condors qui j'avais fait un podcast avec, c'était William Gagné. Oui. C'est comme ça que je t'ai connu, en fait. Ah? C'est comme ça que je t'ai connu, moi, avec William. Ouais. Ah, OK. Comment était ta relation avec William Gagné? Je l'ai adoré, William. Je l'ai adoré de la première année qu'il est arrivé avec nous autres, c'est l'année de la COVID. Puis, faire une histoire courte, là, il y avait un gardien numéro 1, un gardien de 20 ans qui avait été changé, qui avait été acquis dans le repêchage d'expansion quand les Condors sont arrivés dans la Ligue. Puis, à la dernière minute, ce gardien de 20 ans-là, il a décidé que finalement, il ne jouait plus au hockey ou je ne sais pas trop, il arrêtait. Fait que Pierre-Alexandre avait envoyé un message à toute l'organisation, à tous les gens qui étaient impliqués dans les opérations hockey. Il disait « Hey, notre gardien de but de 20 ans, finalement, ne viendra pas. Si jamais vous connaissez un gardien de but numéro 1, faites-moi signe. » Puis moi, j'avais eu la chance de travailler avec Louis-Philippe Blanchet, avec les lauréats du Cégep de Saint-Hyacinthe dans le collégial D1. Puis j'avais connu, Louis-Philippe avait amené un gardien de but à Noël ou après Noël ou juste avant Noël, en tout cas, pour la deuxième session, en fait, qui était Jérémy Brunet. Puis quand Jérémy Brunet est arrivé avec les lauréats du Cégep de Saint-Hyacinthe, ça a complètement viré notre saison de bord. Puis on était sur le point, avant que la COVID frappe, on était sur le point d'éliminer l'équipe numéro 1 ou 2 au classement, puis de créer un premier upset, puis d'aller en finale, puis d'avoir de bonnes chances de tout gagner. Parce que Jérémy Brunet, vraiment, il avait changé la donne comme gardien de but. Fait que là, lui, il avait 19 ans à ce moment-là. Fait que quand j'ai reçu le message texte de Pierre-Alexandre Poulain par rapport au gardien de but, j'ai dit « Ah, j'en connais peut-être un, moi. » Puis finalement, Jérémy était venu. Puis ça a fait en sorte que William, il était jeune, là, il avait 17 ans. Puis ça a fait en sorte que William, il tombait troisième. Dû au fait que Jérémy Brunet arrivait. Il y avait l'autre gardien qui avait été repêché qui était là. Puis là, finalement, on avait dit à William, tu vas être troisième, tu serais peut-être mieux de retourner dans le hockey mineur, tout ça. Puis il était vraiment pas content parce que William, c'est un compétitif hors pair. Oui, clairement. La trempe de Patrick Roy, là, puis moi, je vais gauler toutes les games, il va tous les gagner. Puis, tu sais, vraiment. Là. Puis à cause de la COVID, on jouait comme des mini-matchs divisés en deux. C'était bizarre. Fait que finalement, on avait dit, tu sais quoi, on va garder 3 gardiens.
parce qu'on va en avoir besoin de 3 à cause de la COVID là, qui disait qu'on ne pouvait pas s'habiller à moins d'1 mètre l'un de l'autre, à plus d'1 mètre l'un de l'autre, whatever, peu importe. Puis, c'était la meilleure affaire qu'on a faite de le garder dans l'organisation cette année-là à 17 ans, parce qu'après ça, il était quasiment numéro 1 toute sa carrière avec les Condors jusqu'à ses 20 ans. Puis, il a tout cassé. Il vraiment été incroyable. Je ne sais pas combien de fois qu'il nous a permis de rester dans le game contre Longueuil, contre Terrebonne, contre Saint-Jérôme, qui étaient des grosses organisations. Puis, tellement que moi, j'ai une compagnie que j'ai achetée quand je suis arrivé en Beauce. Pour que je puisse vivre, justement. Puis, avec ma compagnie, j'avais dit, tu sais quoi, Will? Je vais te commanditer un stock de hockey. Parce qu'il y avait son vieux stock de noir et blanc, puis nous autres, on était vert et jaune. Puis, je dis, choisis-toi des pads, là. Des belles pads, puis un bloqueur, là, vert et jaune, là, tu sais, sharp, là. Puis, ça va me faire plaisir de mettre ça sur mes dépenses de compagnie. Puis, je le trouvais assez beau dans son net. Les photos étaient sharp. Puis, tu sais, je pense que ça lui a donné une tape dans le dos pour être un performant jusqu'à la fin, puis il nous a donné une chance de gagner toutes les games de hockey qu'on a joué. Puis, tu sais, je pense que les gars étaient vraiment confiants de jouer en avant de lui. C'était le fun de savoir qu'il a battu une coupe de records, puis des victoires, puis il a mis la barre très haute là, pour les prochains gardiens avec les Condors. Donc, non, c'est un compétiteur hors pair. J'étais privilégié de travailler avec ce gars-là, puis il a permis à moi, ma famille, puis toutes les organisations des Condors d'avoir 2 finales back-to-back. Fait que dans les 2 premières années des Condors, c'était juste. C'est dommage qu'on n'avait pas gagné. Je pense qu'il méritait. Je pense qu'il a été joueur des séries en plus, puis on n'avait pas gagné. Fait que non, tout un fier compétiteur. Puis t'as fait un bon choix avec lui, c'est le fun. En plus, c'est un génie financier, ce gars-là. Hein? C'est un génie financier, c'est un génie des mathématiques. Ah ouais? Ah ouais, il travaille dans une banque, là, il est allumé, là, lui. Il n'y a pas grand-chose qu'il ne connaît pas, là. Ouais, honnêtement, j'ai vraiment adoré son expérience aussi en podcast avec. Ouais. Pour vrai, c'est une excellente personne, surtout. Fait que, Ouais. je sais qu'il avait compté beaucoup d'anecdotes aussi. Fait que, ouais. Son cousin, c'est Ryan Gagné. C'est lui qui est comme le deuxième gardien parce qu'il est plus jeune. Là, je pense qu'il a 18 ans. Fait que là, lui, il est avec les Condors, okay. Lui aussi. Puis Ryan, il est dans la même trempe que William. Là. C'est des fiers compétiteurs dans cette famille-là. Puis ils sont pas contents quand ils perdent. Puis ils sont pas contents quand ils n'ont pas le net. Puis c'est des fiers compétiteurs. Fait que non. J'étais privilégié d'être alentour de cette famille-là. C'est bon, ça. Je sais que tu es à ta 2e saison avec les Terriers de Yorkton en tant qu'entraîneur adjoint. Ouais. Qu'est-ce que tu apportes avec cette organisation-là? Ouf! Premièrement, je m'occupe de toute la logistique quand on s'en va sur la route. Fait que là, je book les hôtels, les restaurants, je prends les commandes de tout le monde. Ça, c'est une affaire qui est administrative. Je m'occupe beaucoup des défenseurs. Je m'occupe beaucoup des avantages numériques. Je fais beaucoup de vidéos sur le pre-scouting des autres équipes. Leur tendance en sortie de zone, leur tendance en forward check, leur power play. Emery s'occupe pas mal plus de notre power play. Donc, on travaille là-dessus. Puis l'autre entraîneur aussi qui est Scotty Mosqua qui travaille avec moi sur les désavantages numériques. On n'appelle pas ça un penalty kill, on appelle ça un power kill. Fait que c'est comme on enlève le power, le momentum de l'autre équipe en défendant très bien. Puis je m'occupe aussi de les exercices de skill. Travailler avec son bâton, les 1 contre 1, les tendances des gardiens, où est-ce que des fois changer ton angle de tir, envoyer de la fausse information. J'ai remarqué quoi dans l'Ouest canadien, je ne sais pas si c'est comme ça au Québec aussi, mais il me semble que c'est comme ça aussi au Québec peut-être. À ce que les gars ils ont des nouveaux bâtons et qui ont des bons lancers du poignet, ils ne font plus vraiment de fake move pour que le gardien il fige. Ils vont essayer de tirer tout de suite. Puis des fois, tu as essayé de lancer la rondelle dans un petit trou. Si tu fais un petit move d'épaule avant, là, le gardien va bouger. Les trous, ils vont s'agrandir. C'est plus facile. Puis j'ai travaillé beaucoup avec ça l'année passée avec Darren Desnoyers, notre ancien capitaine. Je travaillais sur... il était tellement rapide qu'elle en a échappé. Puis
il était tout petit, puis il se faisait tout le temps frapper. Fait que c'est deux affaires que j'ai travaillé avec lui beaucoup. Puis j'ai apporté une autre façon de voir les choses parce que souvent, les entraîneurs qui avaient me disaient si je ne prends pas la mise en échec, ils vont dire que j'ai peur. Je dis ouais, mais si tu prends toutes les mises en échec, ça se peut que tu sois blessé. Tu as le droit de faire ta passe puis d'éviter de te faire frapper après sans qu'on pense que tu aies peur. Le gars, il fait 220 livres, tu fais 170, tu ne prendras pas 80 mises en échec par année. Là. Non. Tu peux éviter là, de te faire frapper à toutes les fois que tu touches à la rondelle. Puis, en échappé, tu as le droit de ralentir le tempo. Tu es tellement en avance sur tout le monde que fais mordre le gardien et essaie de trouver les angles. C'est des affaires. Même les jeux de bâton défensivement, là, on est chanceux avec les Canadiens de Montréal. On a Lane Hudson. Moi, je prends beaucoup de clips du professionnel ou Mike Madison. Comment jouer défensivement, leur position de leur corps, gagner la position intérieure dans l'enclave, tout ça. Puis, non, puis j'apporte un support émotif aussi, je pense. Les gars, quand les gars ont, tu sais, bon cop, bad cop, là, moi, les gars sont pas gênés de venir me parler puis de me dire, hey, j'ai de la peine, ma mère n'est pas là, ou je m'ennuie de chez nous, ma blonde, ou whatever, ou tu sais, j'ai trop de pression. Il m'a dit quelque chose, puis on m'a dit quelque chose, puis là, ben, je sais pas comment gérer ça. Ben, là, je l'apporte d'une autre manière, un peu plus friendly, tu sais, puis je pense que les gars m'aiment bien. Je pense que les gars m'aiment bien. J'essaie de les faire rire. J'essaie de. Tu sais, des fois, je vais sûrement leur dire, puis Emery il me l'a rappelé cette année. Il m'a dit, tu sais, si la pire affaire, j'ai souvent dit ça l'année passée, si la pire chose qui t'arrive aujourd'hui, c'est de perdre une game de hockey, on mène une belle vie, là. On mène une belle vie. Tu sais, si la pire, ton seul malheur dans ta vie, c'est d'avoir perdu une game aujourd'hui, là, t'es chanceux, man. On est chanceux de vivre ça. Fait que, mais sans perspective, on n'est pas en train de sauver des vies, là. On n'est pas en train de il n'y a pas personne dans le junior qui a besoin d'un job pour nourrir sa famille. Là, on n'est pas en train de. On n'est pas là, là. Fait que juste être du fun puis accepte là, que la pression, c'est un privilège. Là. Je sais qu'on va parler maintenant de Cole Caulfield pour son 50e but. Pour ce soir, il croit dessus. Ben, j'y crois, là. Ça n'a rien de jouer en ce moment. Je vais regarder sur mon téléphone, voir s'il y a un update. Mais oui, c'est sûr que j'y crois. Puis j'en ai parlé avec. J'ai parlé avec mes collègues. Je leur ai dit que la journée qu'il va marquer son 50e, il va en marquer 3. Parce que là, il va avoir la pression. La pression va être éclatée, puis ça va être correct. Il va en marquer, il va se lâcher douce. Mais c'est un talent incroyable. Là, moi, j'ai parti une ligue là, pendant la COVID, un pool de hockey à vie avec 32 GM dans les 32 villes de la Ligue nationale. Fait que j'ai trouvé un gars à Los Angeles, un gars à Anaheim, un gars à Winnipeg pour gérer toutes ces équipes-là. Puis j'ai fait un échange assez de bonheur pour essayer de trouver, pour avoir Cole Caulfield quand il était repêché avec le Canadien, parce que j'avais regardé ses clips dans le programme de développement américain, puis à l'université. Puis j'ai dit à ce gars-là, man, c'est une perle. Il a beau être petit, là, mais il a marqué des buts partout ce qui est allé, même s'il était il est bon! Fait que, puis il se déplace bien sur la glace, il est capable de jouer sans se faire frapper, puis se protéger, puis tout ça. Puis là, il est encore plus conscient défensivement, il joue bien. Les gens-là, il va utiliser ses forces et ses faiblesses, là. Fait que il n'ira pas essayer d'aller frapper un Victor Edmond. Il va enlever la rondelle avec un stick lift ou un poke check, mais non, il est beau à avoir joué. Puis j'ai eu un argument cette année avec mon amoureux, avec ma femme quand Caulfield a marqué un but top net, côté rapproché en prolongation. Ma blonde a dit il est chanceux. Hey, je t'ai insulté, là. À chaque fois qu'il la met là, cette rondelle-là, je dis il est chanceux, il l'a encore fait aujourd'hui. Short side, top net. C'est pas de la chance, ça c'est un professionnel hors pair, là. C'est bon, ça. Ouais. Je sais que je vais y aller pour la prochaine question. Je pense que ça peut te réjouir, cette question-là. Vas-y. Les Maple Leafs de Toronto sont maintenant éliminés des séries éliminatoires. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses? Ben, j'en pense qu'ils ont fait une grave erreur quand ils ont enlevé le capitaine à Tavares pour le donner à Austin Matthews. C'est la première affaire. Il aurait dû apprendre de Pacioretty. Un gars qui marque des buts, tu as assez de pression de marquer un but. Là. Tu sais, tu as un marqueur de but, là. Tu ne veux pas être le capitaine en plus, puis de rencontrer les médias en plus à Toronto, en plus d'avoir à scorer. Puis là, si tu es 5 games sans scorer, là, ça va pas bien.
Tu comprends? Fait que la première affaire, c'est, je pense que c'était la plus grosse erreur. Puis, tu sais, on a bien beau voir que Max Domi, il s'est battu avec Goudas. Radu Goudas là, après la prochaine game. Mais quand c'est arrivé sur le coup, il n'y a pas personne qui est allé voir Matthews à terre. Il n'y a pas personne qui est allé Ouais, voir certain. Place. Fait que, tu sais, je me dis, il y a quelque chose de brisé dans cette chambre-là. Il y a quelque chose de brisé à l'interne. Puis, assis dans mon salon, quand je regarde la télé, j'ai pas l'impression que moi, si j'avais un problème, j'irais me confier à Matthews. Tu comprends? Non, plus ça. Il me donne pas envie d'aller le voir puis dire hey, ça va pas bien à la maison, mes enfants sont malades ou whatever. Là. Peu importe la situation que tu as. Fait que je pense qu'il y a beaucoup d'ego dans ce vestiaire-là. Puis c'est peut-être rendu un environnement toxique, je sais pas. Mais il n'y a rien de bon, il n'y a rien d'inspirant là-dedans. Puis, tu sais, regarde la conférence de presse quand Tavares s'est donné son C à Matthews, là, c'était sketch. Là, c'était pas sincère. Là, certain, là, c'est sûr. Là. Ça avait l'air bizarre un peu. Là, fait que... Ouais, c'est sûr. C'est sûr qu'en même temps, moi, perso, ça m'a réjoui de voir les Leafs rater les séries, mais c'est vrai que c'était pas juste Marner le problème, c'était pas juste le départ de Marner. Non. Tu sais, il aurait dû apprendre d'un Jack Eichel avec Buffalo. Tout le monde pensait que c'était lui la pomme pourrite, mais quand il est parti, il a bien été après. Fait que, tu sais, Marner qui s'en va, là. Puis je pense que c'était pas le bon à partir. Mais c'est peut-être Puis la raison pourquoi il est parti, c'est peut-être parce que justement, lui, il était probablement pas content de comment ça se passait. Fait qu'il devait mettre de la pression sur tout le monde en disant hey, ça n'a pas d'allure comment ça agit ici. Puis ils l'ont tassé. Là, ils ont gardé toute la même gang qui sont heureux ensemble, peut-être. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ont gardé les plus travaillants ou les meilleurs leaders. Tu sais, fait que... C'est ça, là. Mais je sais qu'on parle beaucoup des Maple Leafs de Toronto, mais une autre équipe dont qui je suis content de ne pas les voir dans le portrait des séries éliminatoires, c'est les Panthers de la Floride. Ben, c'est sûr que les autres sont bâtis pour. Tu sais, d'après moi, ils vont l'année prochaine, quand tout le monde va être en santé avec Barkov. Ouais, certain. Ça se peut qu'ils reviennent au top. Là, fait que, ils ont construit de quoi de vraiment solide là-bas. Cette année, je pense qu'ils ont payé le prix des 3 dernières runs qu'ils ont fait jusqu'à la fin de la Coupe Stanley. Tu sais, 3 ans en finale, c'est taxant. Là. L'été n'est pas trop long. Puis en plus, tu gagnes 2 fois. Fait que là, tu as des célébrations à digérer après. Puis tout ça. Fait que je pense qu'ils étaient fatigués cette année. Mais écoute, j'étais tellement fâché quand, tu sais, moi, là, j'ai connu Keith Tkachuk, j'ai connu Matthew Tkachuk. C'est vrai. Puis là, on a la chance d'avoir Brady Tkachuk, puis ils s'en vont chercher Kotkaniemi. J'étais tellement fâché chez nous, là, que tu sais, fait que d'avoir les Tkachuk en Floride, d'avoir Marchand Barkov, d'avoir Bobrovski dans le net, le coach qui est vraiment solide. Non, je pense que cette année, c'était juste un speed bump où est-ce que là, le corps humain, il dit hey, on a besoin d'un break, mais l'année prochaine. Tu sais, ils sont venus à Montréal cette semaine, en fin de semaine, puis je pense qu'il y avait 10 réguliers. 10 réguliers en dehors du line-up. Fait que, tu sais, je pense qu'ils sont maganés, les gars, puis d'après moi, ils vont revenir fort l'année prochaine, là. Tu peux très jouer de ne pas les voir, mais l'année prochaine, tu peux commencer à faire un peu d'anxiété, ils vont revenir. C'est vrai, c'est vrai. Mais personnellement, la raison pourquoi est-ce que je dis ça, c'est parce que ils ont tellement sorti. En voulant dire, moi, je prends pour les Oilers d'Edmonton. Fait que c'est pour ça. Ça m'a comme, disons, frustré de les voir perdre contre eux autres 2 ans de suite, surtout l'année passée. Puis disons que cette année, ça m'a comme, disons, réjoui de les voir. Mais je savais que c'était les blessures aussi. Markov était blessé. Puis même, c'est sûr que Ketchuk en arrachait totalement. Mais je sais que l'an prochain, il va revenir plus fort. C'est sûr. Comment tu gères ça, toi, la saga des gardiens de but à Edmonton? Ben, je sais que Tristan Jarry, j'ai de la misère un peu à y faire confiance parce qu'il fait pas mal pire que Skinner, mais Ingram, il fait quand même bien la job. Fait que moi, si j'ai le choix entre Jarry ou Ingram, je prendrais plus Ingram. Ouais. Mais tu trouves pas bizarre que Skinner, maintenant, à Pittsburgh, il va se faire bien? Ouais, c'est bizarre, par exemple. William Gagné, c'est un fan des Oilers aussi. Hein? Ouais, ça m'avait parlé. Je le chirpais beaucoup. Là. Je le taquinais pas mal avec ces Oilers. Ils ne peuvent pas gagner tant que tu ne seras pas goaler avec eux autres. T'sais. La journée que tu vas goaler avec les Oilers, ils vont gagner, mais avant ça, on va prendre un gardien de but.
McDavid, Draisaitl ne pourront pas tout faire tout seul. Ben ouais, certain. Faudrait aussi qu'ils me prennent comme défenseur parce que je suis très bon pour bloquer des lancers. Fait que... Avec William Gagné, ça va être parfait. T'es-tu bon patineur? T'es un bon patineur? Ben, pas vraiment, non. Faudrait qu'ils te mettent une section de deck hockey dans ta zone, là, dans ton côté de défenseur. Tu vas pouvoir jouer à pied sur ta surface de deck. Ça va ralentir les autres. Ah, c'est bon, ça. C'est bon. J'étais allé voir à Noël. On était resté on était allé en Alberta à Noël. Puis on est allé voir les Flames jouer contre les Oilers. Ouais. C'est comme le 27 décembre. C'est la deuxième game. La première game, c'était à Edmonton. La deuxième, c'était à Calgary. Puis je suis allé avec ma famille. Puis, l'ambiance était électrique. Là, on était à Calgary. Puis, t'entendais Flames Sox. Flames. On marchait dans les rues. Puis là, mon fils m'a regardé et dit on est-tu à Calgary ou on est à Edmonton? Parce qu'il y avait tellement de chandails des Oilers dans la rue. J'ai à Calgary, mais il y a plein de fans d'Edmonton. C'est pas trop loin, c'est comme à 2-3 heures. Fait que, non, c'est impressionnant de voir la rivalité entre les deux. Puis, les Flames ne sont pas super bons, mais ils sont tout le temps bons quand ils jouent contre les Oilers. On dirait, ouais, certain. Ça donne un très bon show pour vrai. Ah ouais. C'est électrique les estrades, c'est spectaculaire. Man. Ouais, exactement. Là. C'est comme les Canadiens de Montréal et les Nordiques de Québec un certain temps aussi. Fait que c'est vrai que c'est toujours intéressant quand c'est une rivalité de la même province ou du même État. Fait que c'est réel pas. Puis ça, en plus, ben là, le monde sont déchirés entre les deux équipes. Fait que là, des fois, tu as des chicanes dans la même famille ou tout ça. Mais c'était vraiment le fun. Là, c'est sûr que les Flames en arrachent un peu plus, là, mais c'est quand si les deux équipes peuvent être au top niveau puis jouer ensemble dans les séries, ça pourrait être pas pire. Oui, ça pourrait être intéressant parce que je sais que je me rappelais en 2022, je sais que quand les Oilers et les Flames s'avaient affronté, j'ai vraiment adoré cette série-là. Puis un an plus tard, quand les Flames ont commencé à baisser, j'étais disons déçu parce que je trouvais ça très intéressant quand les Flames et les Oilers s'affrontaient. Oui, c'est sûr. C'est sûr, c'est bon pour le spectacle. Ça donnait un très bon show. Fait que, je me suis contenté un peu des Canucks, mais ça bat pas les Flames. Non, les Canucks aussi sont difficiles à suivre en ce moment. Là. Ouais, certain. Fait que, on va y aller pour la prochaine question. Quel conseil tu donnerais aux jeunes qui commencent le hockey ou qui commencent à coacher au hockey? Les jeunes joueurs, moi, je pense que quand l'été arrive, là, sortez dehors. Faites d'autres choses. Allez jouer au ballon, allez jouer au baseball, allez jouer au soccer, allez nager. Oui, tu peux aller voir ton power skating session une fois par semaine, mais les tournois du 3 contre 3 toutes les fins de semaine. À un moment donné, il faut que tu t'ennuies de la game. Si tu joues 12 mois par année, tu ne t'ennuies pas, tu es tanné. L'entraînement, tu es déjà drainé. Aller jouer dehors. Moi, je force mes enfants là, à jouer à plusieurs sports l'été. Le deck hockey, c'est sûr que c'est le fun, c'est similaire, mais en même temps, le deck hockey, tu patines pas, tu peux pas glisser, tu dois absolument courir, tu dois absolument bouger tes pieds. C'est correct aussi. Puis un jeune coach, sois patient. Sois patient parce que c'est dur de gagner ta vie au début. Puis si tu es déterminé, passionné, sois patient. Puis assure-toi que tu es là pour les bonnes raisons. Si tu veux coacher pour avoir le power puis avoir le pouvoir de décision, parce qu'à la maison, tu n'as pas le droit de choisir comment tu t'habilles, puis parce que ta jambe en décide tout, tu n'es peut-être pas à la bonne place. Mais si tu es là parce que tu veux vraiment travailler avec les jeunes pour en faire des meilleurs humains, en passant par le cadre du développement dans le hockey, là, ça peut être bénéfique pour tout le monde. Oui, moi, je veux gagner, mais j'ai pas la prétention, puis je veux pas que les joueurs pensent qu'ils travaillent pour moi. Moi, je travaille avec eux autres. Tu comprends? Je comprends. J'ai la chance en ce moment, on a la chance d'avoir un joueur affilié de 16 ans qui s'appelle Trey Peterson. Il a fini sa saison au midget 3A, puis il appartient aux Américains de Tri-City dans le WHL. Il est avec nous autres pour la run de playoff. Puis l'année prochaine, il va jouer dans le WHL. Puis cette semaine, on était à Battleford, puis on avait une séance de patin le matin, là, un morning skate.
Puis je le voyais travailler sur son coup de patin. Je l'ai filmé à son insu, tu sais, pour vraiment détailler un peu son coup de patin. Puis, parce que j'ai passé une demi-heure avec lui à décortiquer image par image sur sa mécanique de patin et tout ça. Puis, j'ai dit, tu sais, moi, ça ne change rien dans ma vie. Je vais probablement jamais le recoacher parce que ça va dans le WHL l'année prochaine. Mais j'ai donné des conseils pour améliorer un peu sa mécanique. Puis, je pense qu'il m'a dit merci 10 fois, tu sais. Mais le fait qu'il prend le temps le lendemain de venir, hey, merci pour hier, ça m'a fait du bien. Le fait qu'il y a un délai, il repense à ça, il travaille avec ça dans sa tête, ça mijote dans lui, puis il revient pour me dire merci. Moi, là, c'est tellement mon paycheck, là, c'est comme une tape dans le dos, là, tu sais. On a un défenseur qui est vraiment offensivement très productif en ce moment. On en a deux, là, mais il y en a un en particulier, mais il y avait comme des petits moments de faiblesse dans sa zone où est-ce qu'on se faisait compter un but. Puis il y avait beaucoup de pression, il y avait beaucoup d'émotions, puis on a eu une bonne discussion ensemble. Puis quand il prend le temps de. Tu sais, tu te réveilles, mettons, des fois, je me réveille, mettons, dans la nuit à 4h, 5h du matin, je vais aux toilettes, puis il m'a texté dans la nuit, puis il m'a dit hey, merci beaucoup pour la conversation qu'on a eue hier. Ça m'a enlevé beaucoup de poids sur ses épaules. Tu sais, moi, là, ça, c'est ma paye. Là, tu sais. Ça me fait tellement plaisir. Là. Je pense que j'ai gardé peut-être une très bonne relation avec à peu près 96% des anciens joueurs que j'ai coachés. Puis le 4% des joueurs que j'ai coachés qui sont fâchés après moi, ben, la plupart ne jouent même plus au hockey. Fait que, c'est certain. ceux que j'ai poussé, j'ai challengé, toujours dans le respect, toujours dans la confiance, puis toujours dans l'honnêteté. Mon but, c'est pas de rabaisser quelqu'un et dire que t'es pas bon. Mon but, c'est de dire, écoute, tu peux t'améliorer, là. Tu peux t'améliorer, là. Fait que j'essaie d'avoir cette relation-là avec tout le monde, avec mes joueurs. Puis je vais toujours me rappeler Jacques Demers en 93 qui disait je les aime, mes petits gars, mais c'est un peu ça. Moi, je les aime. Ma dernière année avec les Condors, je savais que, tu sais, la dernière run des séries avec les Condors, je savais que c'est ma dernière année. Je savais que je ne reviendrais pas. Puis j'avais travaillé pendant 40 ans avec un gars comme Dylan Champagne. Puis à notre dernier match de saison régulière, où est-ce qu'on honore les joueurs de 20 ans qui finissent leur carrière junior, je n'étais pas capable d'arrêter de pleurer. Tu sais, je suis sur le banc, il y a 1500 personnes dans les estrades, puis j'avais les larmes aux yeux parce que je m'étais attaché à ces gars-là, tu comprends? Tu sais, Dylan Champagne, William Gagné, tous ces gars-là que j'ai travaillé avec pendant 40 ans, j'ai eu le privilège de travailler avec ces gars-là, puis là, ils passaient au prochain niveau. J'avais une relation plus que coach-entraîneur, d'amitié. C'est rendu mes amis, c'est rendu des hommes, là, ils allaient avoir 21 ans, puis je voulais leur succès, puis j'étais privilégié d'avoir la chance de partager la patinoire avec ces gars-là, puis d'avoir eu des belles expériences. Fait que, non, c'est ça. C'est un peu pour ça que je les suis encore quand ils sont dans le podcast ou quand ils jouent dans le semi-pro ou toutes ces affaires-là. Fait que, non. Je ne me rappelle plus la question initiale, là, mais c'est ça. OK. C'est bon, ça. Est-ce que tu as eu des anecdotes drôles concernant le hockey? Ben, pas mal. Je ne sais pas si je la peux se raconter ici, mais tu sais, comme joueur, j'ai vu des affaires spectaculaires. Rien de dramatique, mais tu sais, des fois, j'ai dans un groupe de gars qui ont 19 à 30 ans, puis qu'on voyage sa route. Puis, non, on a fait des belles soirées, des belles anecdotes. Rien de spécial, là, pas mal comme tous les jeunes, là, des fois des soirées pas mal trop arrosées, mais à part de ça, là, des mêlées générales. Dans le senior 2A, il y a eu pas mal de mêlées générales quand je jouais pour l'élimination de Mascouche, toutes ces affaires fuckées, là, où est-ce que j'aurais jamais pensé voir. À un moment donné, notre équipe senior 2A, on avait tellement refusé de monde à la porte qu'on avait tout de louer le Cosé de Laval. Puis on jouait contre les loups de la Tuque, hein. Puis OK. Martin Charbonneau m'avait dit avoir une petite mêlée dans le centre parce que moi, je suis pas mal plus petit de toute la ligue. Fait que là, si je pars une mêlée dans le centre, je joue comme juste tout saillage. Il n'y a pas vraiment personne qui va venir s'attaquer à moi parce que tout le monde peut se battre avec moi. Tout le monde peut. Fait que là, je partais une petite mêlée. Puis quand il y avait comme un ragroupement, lui, il avait amené de l'urine de renard pour aller chasser. Ça sent extrêmement fort. Puis là, il avait arrosé toutes les chandails des gars qui étaient autour de moi parce qu'on chamoyait sa ligne rouge
pendant l'échauffement, il allait arroser les chandails des gars avec sa pisse de renard. Fait que quand l'échauffement finit, les gars rentrent dans la chambre, puis là, tu vois tous les chandails sortir de la chambre un par un, parce que les gars sont un tabarnak, le chandail pue, ça pue. Sortent tous les chandails. Puis là, les deux équipes, on avait les couleurs des Lightning de Tampa Bay. Fait que là, les deux équipes, les autres, ils disent on va jouer en noir, vous jouez en blanc. Là. Fuck off, on joue à la maison, on joue en noir, vous arrangez avec vos chandails. Ils sentaient dégueulasse. Fait que là, la game d'après, on s'en va jouer à la tuque. Ils nous ont donné 5 rondelles, mais juste des potes molles. Juste des potes molles. Puis là, un autre mêlée général qui part là-dedans. Mais ça, c'était fou, là. Ça, c'était débile, là. C'est le bon vieux temps du hockey senior où est-ce que ça prenait de la bagarre. Je me rappelle, le gars, il y a un nouveau joueur qui arrive en janvier, février. Je ne l'ai jamais vu de ma vie. Il arrive dans ma chambre à côté de moi. 6 et 4, man, un armoire à glace. Il dit, moi, j'ai 385 combats dans ma vie. Genre, ouais, c'était battu dans quelle ligue? Jamais joué au hockey. Tu te battais où, toi, Crime? Il se battait dans les bars dans la rue. 385 combats, man. Tabarnak. Assez, à tous les jours, tu sors dehors puis tu vas te battre. À tous les jours, pendant 1 an de temps. Soir. Le gars, il avait les cheveux dans la main, il avait de la misère à patiner, il se battait. Puis là qu'ils se battent en première par deuxième période, parce qu'il y avait un couvre-feu avec la police, il fallait qu'ils reviennent chez eux avant 11h. Fait qu'ils pouvaient juste jouer à domicile. Ils ne pouvaient pas jouer sur la route. Puis ils disaient aux gars, on se bat. Puis les gars, attends en troisième, on va voir la game, comment elle se passe, on va se pogner en troisième. Et je peux pas, en troisième, il faut que je retourne chez nous. C'était n'importe quoi. Tabarou. C'était un cirque là, dans ce temps-là. Oh, small. Je sais que j'ai une petite question drôle. Quel conseil tu donnerais à William Gagné s'il veut jouer avec les Oilers d'Edmonton? Ça, c'est une joke. Mais là, je pense qu'il est tellement rendu dans sa vie d'adulte. Hein? Je pense qu'il est rendu. Puis je pense qu'il y a des blessures aux hanches. Fait que là, dommage pour lui. Là, il avait hypothéqué son corps pas mal. Puis je pense que sa vie d'analyste financier ou sa vie d'adulte à l'enclencher, là, je pense qu'il est bon là-dedans. Ouais, c'est certain. Ouais. Il conduit des vannes. Savais-tu qu'il conduisait des grosses vannes, des gros camions? Je ne savais pas ça. Peut-être qu'il pourrait essayer de. Je ne sais pas. Non, mais peut-être que s'il va dans une séance d'essai public là, avec les Oilers, il pourrait il pourrait brouiller les cartes, mais Et ouais. C'est un gros projet. Et ouais, peut-être que si, admettons, j'ai de la misère à patiner puis que j'essaie d'arrêter une rondelle, je vais peut-être faire comme Darnell Nurse en tirant 2024. Oh non! Fallait pas que je le dise. Ça t'a marqué, hein? Hein? Ça t'a marqué? Bon. Quel a été ton meilleur moment au hockey? Comme joueur ou comme entraîneur? Ah, les deux. Comme entraîneur, je te dirais que c'est sûr que les 2 finales avec les Condors, c'est spécial. Mais ma première année cadet D1, on a perdu en finale des tournois provinciaux. Je pense que c'était à Alma. Puis, on avait perdu une game dans le tournoi préliminaire. On avait perdu une game 10-1. Puis, en sortant de patinoire, les gars, ils se chirpaient, puis les gars, ils s'écœuraient, puis tout. Puis là, j'avais demandé à l'entraîneur-chef, Stéphane Roy, j'ai dit, tu me laisses-tu 5 minutes après la game? Puis Stéphane m'avait dit, OK, c'est bon. Et là, j'avais dit au gars, je dis, gardez vos équipements, là, tous vos équipements, enlevez vos patins, juste vos patins, mettez vos running shoes, puis restez habillés, suivez-moi. Puis on était monté en haut dans l'aréna, dans le bar. Puis en haut dans le bar de l'aréna, il y avait la bannière des championnats provinciaux avec les trophées des championnats provinciaux. Puis à notre aréna à Sainte-Catherine, il y avait la bannière de la Coupe Air Canada que les Riverains avaient gagnée, je ne sais pas trop en quelle année, là, de l'année 90. Les Riverains avaient gagné, puis c'est une bannière qui était là. Puis à tous les jours que j'embarquais sur la glace du Sportsum de Sainte-Catherine, je regardais la bannière, puis j'étais comme, wow. Puis moi, je n'étais pas impliqué dans cette équipe-là, je n'ai pas joué pour eux autres. Mais de regarder la bannière, elle a dit, wow, cette édition-là, les Riverains ont gagné la Coupe Air Canada, ça devait être incroyable. À chaque les jours pendant 2 ans de temps. Fait que là,
on perd cette game-là 10-1 dans le ronde préliminaire de championnat provinciaux. Puis je dis à tout le monde, gardez ton chandail avec ton nom dans le dos, là, que tout le monde sache qui tu es. Là. Puis quand on est sorti, t'es con, t'es là, nanana. Puis là, j'étais comme, crème, on vient de se faire battre 10-1, là, tu te tais, puis c'était pas le temps d'écœurer personne. Là. Fait que là, ils ont mis leurs souliers, ils ont gardé leur équipement, puis là, on est monté en haut dans le bar. Fait que là, un bar 18 ans et plus, là, parce que là, t'as comme le restaurant, puis l'autre côté, c'est le bar où est-ce que il fait noir, puis de l'alcool. Puis là, je suis rentré là avec les joueurs. Puis là, les parents sont là. Ah, on va vous laisser. Je dis, non, tout le monde, vous pouvez rester. Comme moi, je voulais que tout le monde les voit, puis je voulais qu'eux sachent que tout le monde entendait, puis qu'ils les voyaient. Puis là, on s'est tous mis alentour du trophée, puis de la bannière. Puis là, je dis, voyez ça? Puis là, j'ai fait un speech, mon gars, là, de, je sais pas, 10-15 minutes, là, sur l'importance, puis l'héritage, puis d'avoir une bannière, puis la ramener à l'aréna, puis de poser ça, puis toute leur vie vont s'en rappeler, les meilleurs moments. On est rendu au bout, man, aux championnats provinciaux. Là. C'est bien de tout faire en sorte pour te rendre jusqu'à la finale puis la gagner, la finale, au lieu de faire n'importe quoi puis de te faire éliminer en quart de finale. Puis, gaspiller ton expérience, tu sais. Puis, on s'est rendu en finale contre la meilleure équipe au Québec. Puis, on a perdu par un but ou deux dans un filet désert. Puis, on avait rentré aux championnats provinciaux. On était rentré 12e sur 12. Fait qu'on était comme la dernière équipe classée à la dernière seconde, à la dernière game, 12e sur 12. Puis on était rendu jusqu'en finale, puis ça a été comme un gros upset. Puis je me rappelle qu'on a été souper dans un restaurant, puis il y avait plein de monde qui était venu me voir. Ils disaient, hey, c'est-tu vous autres, les gars des Charlemagne? Ouais. Hey, votre speech, je l'avais fait en haut, là. Tout le monde à Alma vote pour vous autres. Ça, c'était cool. C'est bon, ça. On ne vous connaissait pas, on ne savait pas c'était qui, mais quand on a entendu ton speech, là, tout le monde dans l'organisation espère que vous allez gagner, puis tout le monde derrière vous autres. Puis là, j'ai fait comme, man, je pense que je suis à ma place. Là, je pense que c'est ça que je suis. Là. Je suis un bon rassembleur, motivateur, puis je suis capable de toucher les émotions, puis de faire en sorte que les gars vont trouver la 3e, 4e, puis 5e gear pour tout donner dans les finales. Là, c'est les meilleurs moments. Là. Je t'en parle, je suis émotif encore. Là, ouais, c'est sûr, c'est sûr. Ouais. Hey, cette année-là, en demi-finale, on avait un gars qui s'appelle Johan Lushing. OK. Lushing a joué pour les Wildcats de Moncton. Il joue professionnel en Europe. Puis on avait Vincent Fredette. Fredette qui a joué à Chicoutimi longtemps, puis là, il est à Concordia. Deux super bons jeunes joueurs dans cette année-là, Cadet D1. Puis je me rappelle, Lushing était tout petit, il était tout jeune. Il s'était fait frapper, il avait une commotion cérébrale. Puis en demi-finale, on est allé en tir de barrage. Puis on lui a fait tirer les estrades. Va t'habiller. Il est allé s'habiller dans les estrades pour venir en shootout. Puis il avait compté le but gagnant en shootout. C'est incroyable. Ah ouais, c'est certain. C'était vraiment le fun. Si tu avais quelque chose à changer, ça serait quoi dans le domaine du hockey? À changer dans le domaine du hockey? Ouais. On parle beaucoup qu'on veut garder les jeunes à l'école le plus longtemps possible avec le sport-études. Puis moi, j'ai gradué au HSC en management, leadership, management et coaching sportif. Un programme vraiment axé sur les sports puis le coaching. J'étais le seul entraîneur de hockey dans ce programme-là. Tous les autres entraîneurs, c'était ski alpin, ski boss, patinage de vitesse, patinage artistique, trampoline, whatever, tous les sports. Puis, payez vos coachs. Ouais, c'est certain. C'est trouver un moyen de payer vos coachs. Parce que les entraîneurs qui sont là, pour les bons entraîneurs qui sont là pour les bonnes raisons puis qui veulent, ils ne peuvent pas survivre avec 6 000 $ par année. 6 000 $ par année, à temps plein pendant 10 mois de temps, ils ne peuvent pas survivre, c'est impossible. Fait que, trouver un moyen de payer vos coachs, puis trouver un moyen que votre organisation, que la structure fasse en sorte que ce soit des professionnels qui enseignent aux jeunes et non un parent en jeans qui arrive, puis moi, le père là, qui met son fils capitaine au centre sur le powerplay, premier line-up, je ne suis pas capable d'avoir ça. Là. Tu comprends? Moi, j'ai mon fils, il a passé une année où est-ce que le père, c'est le coach, puis il faisait juste jouer son fils, c'est n'importe quoi dans l'hockey mineur. Là. Quand tu es le 5e niveau, c'est le 5e niveau de ta catégorie d'âge, là, puis tu commences à bencher des jeunes qui jouent, qui sont 1h45 sur le banc de temps parce que tu fais jouer ton fils aux 2 chiffres, puis qui est moins 8, là. À un moment donné, il faut que ça l'arrête, ça, tu sais. Fait que, mettez les bonnes personnes aux bonnes places, puis payez-les pour les garder. Parce que là, quand tu changes de coach aux 3 ans, aux 2 ans, il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de continuation, il n'y a pas de. Le programme, il va nulle part. Il du temps à commencer à zéro. Fait que assurez-vous que les bons coachs sont là pour les bonnes raisons, qu'ils veulent rester. Oui, effectivement. Puis surtout que quand tu as une bonne équipe, ça prend tout le temps
un excellent un bon coaching staff parce que personnellement, si tu changes de coach à chaque 2-3 ans, c'est parce que le club il avancera pas plus. Puis, Il n'y a pas de continuation, il n'y a ça. pas de progression. Puis à chaque fois que ton coaching staff il change, ben, tu recommences. Puis ton organisation est aussi bonne que le monde sur le terrain. C'est ça, c'est vrai de ça. Si tu gagnes l'organisation de l'année, mais tu n'es pas sur le terrain, ben si tu as gagné l'organisation de l'année, c'est à cause du monde sur le terrain. Ouais, certain. Où te vois-tu dans les années à venir? Je rêve, je suis un grand rêveur. Hein? Moi, Ouais. John Cooper, Martin Saint-Louis, Jacques Demers, je m'identifie à eux autres. Puis, mis à part le talent de Martin Saint-Louis comme joueur de hockey, puis les expériences de coaching de John Cooper, je peux faire la même job qu'eux autres. Puis, ça vient du fond du cœur. Je pense que j'aime les gens, j'aime le développement humain, j'aime le surpassement, j'aime l'aspect de groupe, j'adore gagner. Je rêve de. Je suis rendu à une étape dans ma vie où je suis prêt à passer entraîneur-chef. Je suis prêt à monter dans le WHL, je suis prêt à monter dans l'OHL, dans le junior majeur. C'est sûr que politiquement parlant, un poste d'entraîneur adjoint dans le junior majeur, j'ai peur de ne pas être capable de sortir du Québec si je retourne au Québec. Ouais, certain. Je vais donner une anecdote vraiment banale, là, mais sur mon CV, j'ai marqué mon nom Pierre-Luc Siméon comme je l'écris maintenant à l'écran avec le trait d'union. J'ai envoyé à peu près 200 CV. J'ai eu 0 réponse. La journée que j'ai enlevé le trait d'union, puis que j'ai marqué PL, puis j'ai enlevé le E accent aigu, j'ai mis mon nom un peu à l'anglaise, j'avais plein de retours d'appels. C'est drôle. Ben, tu sais, André Tourigny, c'est le seul Canadien français qui n'a pas passé par le Canadien de Montréal. Fait que si le Canadien de Montréal ne donne pas une chance, tu n'as pas de chance. Tu sais, oui, la nationale, c'est peut-être une affaire qui est vraiment très, très loin de moi en ce moment, mais si je veux aspirer à monter le plus haut possible, il faut que je vise le plus haut possible, tu comprends? Puis l'aspect politique, l'aspect francophone, j'ose espérer que ça ne sera pas un frein ou un obstacle dans mon développement. Puis là, maintenant, je suis dans l'Ouest. J'essaie de développer mon réseau de contacts dans l'Ouest. Avant de m'en venir ici à Yorkton, j'avais refusé un emploi en Europe parce que je me disais, si je m'en vais en Europe, ça va être difficile de revenir en Amérique du Nord. Je ne sais pas, j'avais raison. Peut-être que j'ai tort. Il y a plein de Canadiens francophones qui sont en Europe. J'en connais un en ce moment, Pierre Bergeron, il a eu du succès. Je pense qu'il a été nommé entraîneur de l'année cette semaine avec son équipe dans la Ligue Magnus. Puis en tout cas, bref, ce gars-là, il va sûrement avoir une chance de revenir en Amérique du Nord, mais c'est ça. Fait que je sais pas. C'est sûr que je me vois coacher le plus haut possible, puis je pense que je suis prêt à devenir en chef. Donc, maintenant, c'est de trouver les bonnes opportunités avec le bon timing, puis avec l'organisation qui désire gagner, puis de mettre tous les efforts pour gagner autant que moi, parce que j'allais vécu de mettre plein d'efforts à vouloir gagner, puis de pas juste gagner, mais aussi de faire prospérer l'organisation, puis d'augmenter le fanbase, puis d'augmenter la visibilité, puis d'essayer de créer un certain privilège. Puis quand tu es tout seul, puis tout le monde te dit « Ah, ben on n'a pas le temps, fais-le toi-même. » C'est comme OK, je vais le faire moi-même, mais là, ben, tu peux-tu me donner le password de ça? Ben là, écoute, je l'ai fait moi-même, j'ai pas eu de support à un moment donné, bénévolement, à un moment donné, là, ça prend un certain support, tu sais. Ouais, certain. Tu peux pas demander à tes joueurs de travailler en équipe puis que l'organisation travaille, tout le monde se fiche de son bord. Fait que, le fit est important. Puis, il y a des jobs des fois qui s'ouvrent. Puis je me dis, j'appliquerai pas parce que j'ai pas l'impression que l'organisation est 100% derrière son coaching staff ou sont là pour être là, mais ils veulent pas vraiment que ça aille plus loin parce que là, si ça va plus loin, il faut payer un autobus, il faut payer l'avion pour un championnat canadien, puis ci, puis ça, puis ça n'entend pas. Fait que là, j'en ai du crime. Moi, je vais mettre tous les efforts, puis finalement, au final, ils ne veulent pas plus que ça. Ouais, c'est certain. Ouais, c'est ça. Puis c'est vrai que tu as effectivement raison concernant les entraîneurs-chefs, surtout dans la Ligue nationale de hockey, des entraîneurs-chefs francophones, il y en a de moins en moins. Tu n'en as presque plus rien. La plupart, c'est tous des coachs anglophones. Ouais. Et puis les Canadiens français, ben c'est ça. 100%, pas 100%, 95%, ils ont tous passé par le Canadien. Fait que si le Canadien donne pas une chance,
si c'est pas le Canadien qui te donne une chance. Quoique, je devrais rappeler Jeff Monson. En 2010, on a passé le flambeau de la femme olympique ensemble. Je travaillais pour le comité olympique de Vancouver en 2010 pour les Olympiques. Puis j'ai fait la femme olympique. Puis quand on était à Montréal, j'ai fait le même shuttle que Jeff Monson. J'aurais dû dire, hey, prends mon numéro, un jour, tu auras besoin de moi, mais on n'est pas rendu là. Je pense qu'ils sont corrects avec Martin. Sont corrects avec Martin Saint-Louis. Vraiment, il fait un travail exceptionnel. Robida qui est défenseur. Anthony Martineau, il prend beaucoup de clips de Martin Saint-Louis durant les entraînements, puis j'adore de le voir aller. Puis c'est vraiment pas un coach avec un power trip. Là. Il y a eu John Tortorella derrière lui, puis je pense qu'il a appris quoi ne pas faire, puis quoi faire, puis comment parler aux jeunes. Puis Caulfield, il est vraiment meilleur depuis que Martin est là. Fait que je m'identifie beaucoup à ces gars-là. Puis je pense que c'est naturel chez moi. Fait que ouais, je suis rendu là. C'est bien ça. On va attendre la bonne opportunité quand ça sera le temps. C'est bon ça. Qu'est-ce que tu aurais dit au Pierre-Luc Simon d'il y a quelques années? J'ai-tu des regrets que j'aurais dû dire? Ben non, mais je pense que ça serait plus... si j'avais à parler à Pierre-Luc Simon quand j'avais 19 ans, ça serait vraiment de, si tu veux jouer au hockey, ben vas-y all-in. Moi, je voulais jouer au hockey, mais comme je t'ai dit tantôt, ma préparation dans l'intersaison, souvent laissé à désirer. J'aurais pu être plus sérieux. Puis c'est ça. Il y a une anecdote là, de 2 personnes que je connais qui se parlent, puis il y en a un qui rêve d'être alpiniste puis de monter le mont Everest. Puis son ami a dit arrête d'en parler, puis Chris fais-le. Puis il est allé, puis il l'a fait. Là, ben, c'est ça. Moi, je voulais jouer au hockey, mais l'été, je coulais douce un peu. J'aurais dû mettre plus d'efforts dans le gym. Ouais, ça certain. Concernant la série avec les Terriers de Yorkton, c'est présentement 2-2. Ouais. Quelles sont tes prédictions pour les séries avec Yorkton? Je te dirais que Battleford ont été très opportunistes. Ils n'ont pas eu tant de chances de marquer contre nous autres. Puis quand il y en avait, ils les ont mis. Les 3 premières games, la première game, on perdait 2-0 après 2 périodes. On a gagné 3-2 en fin de match. La deuxième game, on menait 1-0 après 2 périodes. Ils ont gagné 3-1 dans un filet désert. Quand on est allé jouer là-bas, ils scoraient, on scorait. Finalement, ils ont gagné 3-2 la 3e game. Puis je te dirais que dans ces 3 games-là, les 3 premiers matchs, on n'était pas vraiment notre équipe. Tu comprends? On ne jouait pas à notre identité. On venait de sortir d'une série très émotive contre Melville. Melville, qui est un club qui est à 25 minutes de Yorkton. Il y a une grosse rivalité depuis 50, 60 ans entre Melville et Yorkton. On est sorti d'une série intense, physique, très physique. Beaucoup de blessés de l'autre côté, beaucoup de mises en échec. Puis encore là, on a fait des comebacks assez importants pour venir. Fait que je pense que quand on est arrivé contre Battleford, on pensait peut-être que ça allait être un petit peu plus facile. On avait eu beaucoup de succès contre eux autres dans l'année. On a joué 4 games contre eux autres. Puis dans les 4 games, là, 12 périodes, ils ont gagné la première période, puis on a dominé les 11 prochaines périodes contre eux autres. Fait que je pense que quand on est arrivé contre eux, on pensait que ça allait être facile. Puis après la game numéro 1, quand on a gagné 3-2, après revenir dans l'arrière 2-0 après 2 périodes, on a oublié qu'on perdait 2-0 après 2 périodes, puis on était comme vraiment content d'avoir gagné, mais je pense qu'on a oublié que ils ont eu l'avance pendant 40 minutes. Là. Puis on a gagné à la fin. On a gagné à la fin dramatiquement. Puis ils nous l'ont fait payer dans Game 2 et 3. On a eu une grosse journée hier ou avant-hier à Battleford avant la game numéro 4 avec du vidéo, puis des conversations un peu plus sérieuses, puis essayer de challenger les meilleurs pour qu'ils soient meilleurs, puis essayer de trouver les bons boutons appuyer sur les gars pour qu'ils reviennent. Puis on a beaucoup de profondeur. Nous autres, on est chanceux, on a 25 gars qui peuvent jouer à toutes les sauces à peu près. Puis je pense qu'il était temps qu'on fasse une petite rotation dans l'alignement pour qu'on mette des jambes fresh. On a 8 défenseurs qui peuvent jouer à tous les aspects pendant 20-25 minutes. Puis on avait 2 qui étaient blessés. Puis il y en avait un qui revenait au jeu
hier. Puis je pense que ça a fait une grosse différence. On a rentré 3 attaquants qui n'avaient pas joué dans la série encore, fait qu'ils étaient frais. Ça a fait une grosse différence. Puis on les a vraiment dominés sur tous les aspects. On a gagné 7-2, mais on a marqué un but à la fin là, comme ça. Mais, puis on a aussi une petite barrière mentale. Ils sont vraiment arrogants entre les périodes. Puis aux arrêts de jeu, au changement, les bancs, en tout cas, entre les 2 bancs, sont vraiment arrogants. Puis à un moment donné, on a comme dit, OK, écoute, là, t'arrêtes de te chirper ou tu jettes les gants. Fait que tu nargues ou tu te bats. Puis là, à un moment donné, on les a dominés physiquement, on les a frappés. Je pense, honnêtement, que là, avec 2 jours de repos, ben, on a travaillé, on a voyagé cette nuit, on est arrivé ce matin. Aujourd'hui, on a une journée off. Demain, on va avoir une journée d'entraînement légère. Puis samedi, la game. Je pense sincèrement qu'on devrait gagner en 6. On devrait gagner les 2 prochains matchs. Si on fait une belle rotation pour qu'on manage les énergies de tout le monde, les blessures de tout le monde, je pense vraiment qu'on est la meilleure équipe. On a plus de profondeur. Eux autres, qui ont une bonne ligne, là, vraiment une très bonne ligne avec le Campbell, Nickting puis Klippenstein. Mais après ça, ça laisse à désirer un peu. Nous autres, on a 4 lignes qui peuvent scorer. Fait que, plus, on a des défenseurs. La moitié des buts viennent des défenseurs. On a 32 buts dans les séries, puis on a 16 de nos défenseurs. Fait que, à un moment donné, la loi de la moyenne fait qu'ils vont les rattraper, puis on devrait être capable de gagner 106. OK. Ah, puis c'est vrai que des fois, ça arrive, ça. Des fois, des séries que tu gagnes genre le premier match, mais tu perds genre match 2 et 3, mais après ça, tu reviens plus fort, puis tu gagnes la série. Fait que... C'est un peu exactement, c'est exactement ce qui est arrivé contre Melville. Après 4 games, c'était 2-2, mais on a dominé la game 5 et 6, puis c'est terminé. Fait que, oui. Je pense qu'on est rendu dans ce mode-là. On est rendu là. J'espère que je ne vais pas jinxer mon équipe, là, mais ça devrait être correct. Ouais, puis chaque série, il y a toujours une manière comment gagner une série, surtout. Puis il y a plusieurs options comment gagner. Puis je sais qu'aussi, il y a une option aussi que je trouve vraiment intéressante en séries éliminatoires aussi. C'est quand tu gagnes en 7 puis tu gagnes les 2 premiers matchs, puis tu gagnes les 2 autres, les 2 derniers, en voulant dire match 6 et 7, dans le fond. Tu laisses genre, tu commences par dominer genre 2-0, puis après ça, tu laisses l'autre équipe gagner 3 games de suite. Là, après ça, tu surprends l'autre équipe dans le 6e match, puis tu les finis en 7. C'est jouer avec le feu, là. C'est jouer avec le feu. Ils disent que. Je pense qu'il y avait une statistique, là, je ne suis pas à jour là-dedans, là, mais mettons, dans les années 2015-2016, il y avait une statistique qui disait que l'équipe qui gagne le match numéro 3 et 5, ou 3 ou 5, ou peu importe les chiffres impairs, comme vraiment la game 5, là, je pense que c'est 85% des chances de gagner la série. L'équipe qui gagne la game numéro 5, peu importe c'est quoi le résultat, si c'est souvent ça va être 3-2 la plupart du temps, là, mais l'équipe qui gagne la game numéro 5, la plupart du temps, ont la chance de gagner la série. On l'a fait contre Longueuil, je pense, avec les Condors. On perdait 3-2 dans la série, puis on a gagné la game 6 et 7 là-bas. Dramatiquement, mais ça, c'est là qu'il y a feu. Tu veux toutes les gagner, tu sais, comme joueur, comme coach, tu veux tout le temps toutes les gagner. Puis surtout aussi, quand tu mènes 3-2 aussi, une série, quand c'est genre égalité entre les deux, des fois, ça peut revirer de bord aussi. Même quand tu mènes 3-2, ça peut, tu peux perdre les 2 autres games aussi. Puis, tant qu'à jouer une game 7, tu es tout semaine d'avoir gagné la game 6. C'est vrai. Là, tu commences la game 7, mais tu as perdu la game 6. Tu as un doute, là, tu ne files pas bien entre la game 6 et 7. Là. Tant qu'à jouer une game 7, on veut avoir gagné la game 6, puis être sur le momentum, puis construire là-dessus. Tu sais. C'est vrai. C'est jouer avec le feu. C'est vrai ça. Écoute, ça a fait pas mal le tour de mes questions. Merci Pierre-Luc d'avoir venu. C'était vraiment super intéressant. Merci à toi, Johnny, de m'avoir invité. C'était mon premier podcast à vie, fait que merci beaucoup. C'est bien ça. T'as-tu des updates sur le Canadien? C'est encore 0-0? Des updates en voulant dire... le résultat du match, c'est 0-0. Oh, 1-0 Canadien. Ah, OK, c'est 1-0 Canadien? Ouais. Ah, c'est bien ça. C'est qui a marqué? Je sais pas, je le vois pas. C'est pas écrit encore. Peut-être qu'on l'a-tu vécu ensemble, ça? Je vais te dire ça. Mais non, mais merci à toi pour ton temps, puis merci à toi pour l'exposure.
J'ose espérer que ça va faire des petits. Puis en espérant qu'on se croise un moment donné sur une surface de deck, ça pourrait être la fun. Ah oui, ça pourrait être le fun. Puis en tout cas, je te souhaite du succès dans ton parcours futur. Puis même aussi une série gagnée avec les Terriers. C'est sûr que je te fais signe si on gagne, on s'en va en finale, puis on gagne ça. Là, puis peut-être on pourra avoir un rappel de ce podcast-là si jamais je m'en vais au championnat canadien contre le Collège français, ça pourrait être intéressant. Ah oui, fait que je te souhaite du succès. On a des Québécois dans notre équipe, là, on pourra, je vais te référer les Québécois. C'est bon. Merci beaucoup, Johnny. Merci, là. Bonne soirée, là. Merci, salut. Salut, là. Bon, c'est déjà la fin du 52e épisode de la 5e saison. Donc, je vais vous tenir au courant pour le prochain épisode avec le 53e. Pour ceux qui ont adoré cet épisode, n'hésitez pas à lâcher un like, vous abonner à la chaîne YouTube. Abonnez-vous aussi à la chaîne, à la page Facebook, aussi Instagram. Donc, je vais vous dire à la prochaine pour un prochain épisode. Salut!